Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Where we go, can you tell? I'd like to see everything that I see. Call it climate change, I call it climate security. Got my town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips and I like your smile. I hold you in my arms 'cause I love you. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up in eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, starting up in eye. It's revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Don't you ever get down on your knees? Revolution when you need it. Don't you ever get on your knees? All the people will be laughing at you. Look at us, standing up and out. It's revolution right here, right now. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Where we go, can you tell? I'd
everywhere. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to see the that is it. Call it climate change, I call it climate security. Got the town to follow your trail. Headed to Greenland if I have to. I like your lips, I like your smile. I hold you in my heart 'cause I love you. Et salut, c'est la revue de presse du Monde Moderne à 9h ou presque tous les matins. Alors le mercredi, vous savez, c'est décalé parce que je suis sur Sud Radio et voilà, je fais des chroniques et donc je suis obligé de décaler. Ruffin est au poste de Dafduf, ça c'est formidable, c'est une belle édition ce matin. Il y avait l'audition du Sénat sur les hôpitaux, l'audition du Sénat aussi sur les patrons de presse qui va arriver. Vous allez voir ça. Et puis, il y avait l'audition aussi de McKinsey qui était formidable en disant, mais dites donc, vous avez fait des contrats avec l'État, ce serait bien d'être transparent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait? Alors, McKinsey, c'est incroyable. Les mecs donc, ont eu un budget, par exemple, de 500 000 € de la part de l'Éducation nationale. Et le rapporteur de l'Assemblée nationale demande à un des associés de McKinsey, mais concrètement, vous avez fait quoi avec ça? Et le mec, très sérieux, répond, on a accompagné la réflexion sur les thèmes de réflexion pour un colloque. Ah, d'accord. Mais concrètement, bah voilà, c'est concret. Ah bah c'est super, 500 000 balles. Et alors, je sais pas si c'est une voix cool, j'ai une voix enrouée, ça va mieux, oui. Enfin, ça va mieux. Ça a jamais été très mal, si ce n'est que j'ai un peu mal à la gorge et que je perds ma voix. Et en plus, comme je parle beaucoup à la télé, à la radio, même en Skype, même pendant le Covid, ça n'aide pas. Je me repose le reste du temps. J'espère que vous allez bien. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à partager, comme d'habitude, dès à présent, le lien de ce stream sur tous vos réseaux, qu'ils soient sur Twitch ou ailleurs, et puis à faire la promo de cette revue de presse, comme vous le faites chaque matin, c'est formidable, sachant que elle est quotidienne, du fait qu'elle est chaque matin, c'est un truc assez incroyable. Alors, ce matin, c'est un peu plus court, et puis c'est en retard, mais vous êtes là, c'est ce qui compte. Allons-y. Et Maggie, je me suis enfermé en fait. Je lui ai laissé l'appart et moi je me suis mis du coup là où elle ne pourra pas venir nous bugger. Si elle vous manque, vraiment, j'irai la chercher tout à l'heure. Mais honnêtement, c'est très compliqué de faire des streams avec Maggie qui parle beaucoup. Elle s'est un peu calmée aujourd'hui. Mais du coup, voilà, je voudrais pas perdre non plus le fil à cause de miaulements intempestifs. Pauvre Maggie, tu parles. c'est moi qui m'isole. Allez, hop, on commence avec le canard à nanar, le Parisien aujourd'hui en France, opération déprogrammée, les victimes oubliées du Covid-19. Et oui, c'est pas la faute, mais si, c'est la faute aux non-vaccinés, qu'il y a autant de vaccinés à l'hôpital. Non, de non-vaccinés. Enfin bref, non, évidemment, oui. Alors, on essaye de cacher sous le tapis le fait que l'hôpital est en lambeaux, en miettes, en ruines, ce que vous voulez. Et donc, ce serait la faute aux non-vaccinés si on a déprogrammé autant d'opérations. Non, la première fois où il y a eu autant de déprogrammation d'opérations, c'était lors du premier confinement, et il n'y avait pas de vaccin de toute façon. Donc, ça a été à ce moment-là, en réalité, que le problème est apparu avec
des dépistages de cancers qui n'ont pas eu lieu, cancers qui arrivent maintenant à des stades trop avancés, avec des analyses qui n'ont pas été faites, bref, avec des prises en charge médicales qui auraient dû être faites et qui n'ont pas été faites, puisqu'il n'y avait pas d'autre solution qu'enfermer tous les Français. Aujourd'hui, on se rend compte, avec tout le recul, y compris le ministre des Finances israélien qui dit « ça suffit, le bordel du pass, il faut arrêter, c'est catastrophique pour l'économie, c'est catastrophique pour la santé, c'est de la merde ». Et qu'est-ce qu'on a en France ? On a un président qui nous emmerde, qui veut absolument foutre un pass. Alors, en ce moment, ils se rendent compte que le vent tourne. Que franchement, le coup du pass vaccinal, ça passe pas du tout. Que les mecs qui ont 2 doses, la 3e dose, ça les emmerde vraiment beaucoup. C'est pas juste non, c'est pas juste j'y vais pour faire... Non, c'est juste tu me fais vraiment chier, connard. Donc là, le mec vient de se dire « Ah, j'ai peut-être perdu l'élection là. Ah merde. Donc il va sans doute rétro-pédaler d'ici la fin de la semaine. Demain, il y a un conseil de défense sanitaire entre la galette et dis donc Jean-Michel, qu'est-ce que tu m'as ramené d'Ibiza ? Oh, un coquillage qui fait pouic, pouic, pouic. Ah, c'est gentil ça, tiens, allez hop. Je fous ça dans le musée de la présidence, avec les... Non, pas ce qu'ils ont... Non, pas le truc de Brigitte. Non, ça c'est privé, ça, tu le laisses là, voilà. Et donc... Donc voilà, donc les mecs demain nous font un conseil de défense en disant Omicron change la donne, peut-être qu'on va... Non, il appelle Fabius entre-temps. Allô, le conseil constitutionnel ? Oui. Est-ce que tu pourrais faire en sorte que le pass vaccinal, en fait, ce soit pas constitutionnel ? Non, mais ce coup-ci, ça m'arrangerait, je t'expliquerai plus tard. Merci, bisous, tac. Et donc le conseil constitutionnel va peut-être dire c'est de la merde, donc on va arrêter. Ou alors les mecs sont joueurs et disent c'est super, on va le faire. Et puis on va vous regarder, hein. Et alors là, les Français vont faire on va se le faire. Et ça va être du grand n'importe quoi. Donc ça reste à voir. La réalité donc de la surcharge des hôpitaux, mais je parle comment moi ce matin ? C'est compliqué. C'est complicado. C'est que si on n'opère pas, et ça c'est un chirurgien qui le dit, c'est surtout parce qu'il manque du personnel. On est face à un problème de santé publique et cette réalité m'emmerde beaucoup plus que les non-vaccinés. Ça c'est un chirurgien qui dit ça, qui s'appelle, où est-il Laurent Lantieri qui lance l'alerte, expliquant que c'est pas du tout à cause des non-vaccinés qu'on en est là, mais à cause d'un système de santé totalement anachronique et pourri. S'il ne se passe rien, on sera au même point dans 2 ans. Qui peut croire qu'il n'y aura pas d'autre vague ? Le Covid est en train de devenir endémique. On ne va pas déprogrammer ad vitam aeternam. La chirurgie ne peut plus être la variable d'ajustement de la gestion de la crise sanitaire. Derrière les chiffres, des patients existent. Tous les retards que nous sommes en train d'accumuler, on va les payer humainement et financièrement dans 5 à 10 ans. Voilà, donc il suffit de se bouger un peu. Et puis dans les labos d'analyse, ça coince aussi. Engorgement des dépistages Covid. Les patients renoncent aussi à se faire les suivis médicaux, prise de sang, etc. Les actes de biologie ont chuté de 20% en janvier. En plus, ils se disent, je ne vais pas aller au labo, c'est blindé de Covid. Évitons. Donc eux aussi, ils se disent, finalement, la manne Covid est en train de faire chier tout le monde. Ça y est, je crois qu'on est en train de passer à autre chose. Y compris, Albert Bourla a dit, mais en mars, c'est bon, on sera sauvés. De toute façon, on aura tout, c'est bien. Bon, jusqu'au virus de Marburg, ou Marburg, je ne sais pas comment on dit. Vous savez, ce virus hémorragique terrible qui est en train de faire parler de lui. Alors, on ne sait pas pourquoi. D'un seul coup, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un truc... T'inquiète, on en parle dans la fin, vers septembre. Ah bon, super, d'accord. Écoute, bon, d'accord. Et puis, des nouveaux médicaments, donc le Paxlovid, le Sotrovimab, assez génial. Et puis, l'Evusheld, qui n'est pas du tout on dirait, tu sais, un groupe de super-héros, Evusheld, pour protéger l'humanité. Donc voilà, tous ces médicaments avec des noms à coucher dehors qui arrivent. Alors fonctionne pas, ça c'est toujours la question. En tout cas, on est quand même maintenant bien équipé pour le Covid. Oui, je pense que c'est pour Beijing 2022, le Marburg, ça peut être assez rigolo. Alors les Chinois, de peur d'Omicron, ont décrété qu'il fallait maintenant désaffecter tous les courriers qui arrivaient de l'étranger. Voilà, donc ils sont voilà. Mais bon, en tout cas, oui. Et puis après, ça peut couvrir les effets secondaires. Vous êtes con. Oui, voilà. On peut vraiment se marrer. Hein. C'est sans fin en vrai. C'est vraiment sans fin. Donc ça peut durer très très longtemps. Avec un petit brumisateur. Pss, pss, pss.
dans le nez. Oui, on va pouvoir se faire des vaccins à spray dans le nez. Toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, regardez-le, il est beau, il est bien habillé, on dirait qu'il sort de son mariage. C'est Jean-Michel, le ministre du Tourisme, bien sûr, Jean-Michel Blanquer, le meilleur ministre du Tourisme que la France ait jamais connu. Et donc il revient d'Ibiza, bien, ça fait longtemps qu'il est revenu, en réalité, il a dit j'ai compris, ok, j'ai compris la portée symbolique, j'aurais pas dû, peut-être... y aller la veille d'une rentrée, balancer le protocole à 18h par une interview sur le JD. Bon, et puis quoi, j'assume. Hein, et puis quoi, j'étais contactable parce qu'en télétravail, je n'ai raté aucun rendez-vous ni réunion importante. Toute la continuité était là, j'ai travaillé sur le protocole non-stop. Et puis, alors, au Festival de la Défense en Bois, hein, ça a été quand même hier la palme de la palme à Bruno Bonnel qui a dit « Mais Ibiza, c'est beaucoup plus près que beaucoup des coins reculés de France, de Paris, que n'importe quel coin de Bouzeux où il n'y a pas le TGV, hein, en gros. Hein. » Certains allant même jusqu'à dire « Mais imaginez, si le ministre était allé en vacances en Corse, on n'aurait pas eu toute cette histoire. » Non mais c'est pas une question de... Et alors le plus beau, ça a été « Oh, Ibiza l'hiver, c'est moche. Hein. » C'est triste, hein. Je vois pas pourquoi vous l'emmerdez, parce que franchement, il y a d'autres lieux de villégiature. Et c'est quand même assez impressionnant. Donc, bon, ils ont tout essayé, il n'y a rien qu'à marcher, évidemment, puisque symboliquement, c'est le ministre de l'Éducation est en vacances la veille de la rentrée et il t'emmerde. C'est sûr que quand t'es prof, bon ben voilà, c'est ce que tu retiens comme message. Je t'emmerde depuis Ibiza. Merci Jean-Michel. Merci pour les subs, pour Bob Le Grutier, génial. Je vois que vous faites des cadeaux, donc continuez à vous faire des cadeaux, des subs, des points de chaîne, de vous abonner avec Prime, bien sûr, de vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, voilà, également, c'est important, et puis de parler de cette revue de presse qui vous fait tant plaisir chaque matin, même si elle est un peu pétée en ce moment avec ma voix et Maggie qui parle beaucoup, mais globalement, non, on arrive à faire des trucs assez bien dans cette revue de presse, ça va, ça passe. Allez, ouf! Oh là 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 là, ça va pas m'aider à me remettre ça. Oh là 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 là, François Bayrou. Qu'est-ce qu'il a gonflé? Oh là 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 là. C'est le haut-commissaire au plan. Dans son costume de haut-commissaire au plan, donc avec le président de la République, le meilleur que la France ait jamais connu, c'est Emmanuel Macron. Et donc, alors là, ils sont en train de alors, ça va bien entre les deux, hein, mais il y a un petit souci de thunes. Alors généralement, voilà, dans un couple, hein, c'est pas un couple, hein, c'est pas eux là, mais en fait le problème c'est dans la maison commune. Vous savez, ils ont réuni tous les partis de la majorité, La République en Marche, le MoDem, Agir, Horizon d'Édouard Philippe, hein, qui n'est pas encore, enfin qui est vaguement, enfin bref le truc. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se sont donné rendez-vous hier au QG de la REM, hein, rue du Rocher, sujet sensible. La question financière suscite des crispations en coulisses. Et oui, parce que la campagne d'Emmanuel Macron, ils sont tous d'accord pour la financer, surtout la REM qui touche chaque année. Et là, je sais, ça va vous faire mal. Asseyez-vous, prenez une camomille, faites quelque chose, mais sachez que la REM, avec donc la vague de députés qu'ils ont mis aux législatives de 2017, reçoit 20 millions d'euros de subventions publiques chaque année. Voilà. Chaque année, nous donnons, nous, avec nos impôts, 20 millions d'euros à La République En Marche. Que tu les aimes ou pas. C'est parce qu'ils ont mis des députés en 2017. Et là, tu fais... Je vais aller chercher une corde, je reviens. Non mais, c'est beau ce système. Hein, voilà. Donc les mecs palpent 20 millions, comme ça. Ils sont 300 couillons à voter des lois de merde. Et voilà, et on leur file donc l'argent. C'est assez génial. Et après, il t'explique que t'es vraiment un enculé. Bah écoute, j'ai envie de te dire, rends l'argent, hein, et puis on en reparle après. 20 millions, on est quoi? 60 millions de Français, ça fait pas beaucoup par Français, mais au moins c'est toujours ça que t'auras pas. Donc là, bon, les mecs ont plein de thunes, ils ont le plus beau siège de campagne et tout, et il se trouve que, alors Bayrou, c'est Picsou, non, c'est Gripsou. Bayrou est une vraie pince, il veut pas mettre au pot. Et pourtant, François Bayrou, avec son MoDem, il a quand même un groupe parlementaire, hein, lui aussi, 50 députés, c'est pas rien, il récupère 4 millions par an, lui. Voilà, donc c'est 24 millions par an, rien que pour ces deux-là. Hein, blam, la REM, le MoDem, on leur file 24 millions par an, tu sais pas pourquoi, mais eux non plus d'ailleurs, puisque en plus, Bayrou, il garde l'argent, tu sais pas pourquoi. Et il veut pas le... Alors il dit, non mais attendez, Stanislas Guérini essaie de jouer à l'apaisement, les MoDem sont toujours réticents à payer les événements, c'est des pinces, balance un macroniste de la première heure. Alors, c'est toujours des macronistes de la première heure, parce qu'il n'y a plus de macroniste, en fait, depuis la première heure.
Après, ils sont tous barrés. Ils ont pas dit qu'ils étaient macronistes. Ils ont changé. T'imagines? Bonjour, oui, je suis macroniste de la dernière heure. D'accord. Alors non, vous êtes trompé. Je crois que le temple solaire, c'est à l'étage au-dessus. Ah, excusez-moi, oui, je cherchais un suicide collectif. Voilà, c'est au 3e étage, porte de gauche. Voilà. Donc non, on a fermé le bureau des macronistes de la dernière heure. Hein. Désolé, il reste que ceux de la première heure. Et c'est l'église des macronistes de la dernière heure. Tu vois, éventuellement, ça pourrait faire une secte apocalyptique. Quoi. Bonjour, Bonjour, Jean-Michel, oui, bonjour. J'ai été ministre, je reste macroniste. J'ai été celui de la première heure, je serai aussi celui de la dernière heure. Très bien, nous allons donc lire un discours d'Emmanuel Macron. C'était le discours de la Sorbonne de septembre 2017. Merci d'être venu pour cette dernière réunion avant l'immolation. Nous allons donc célébrer notre chef, notre leader, notre président et l'accompagner dans ce renouvellement spirituel dont il a tant besoin pour l'élection. Voilà, ça c'est les macronistes de la dernière heure. Bon, ceux de la première heure, ils crachent un peu sur le modem, ils pensent qu'ils ont encore une chance, ils peuvent encore retourner au PS éventuellement, ou bien aller se recaser chez Horizon en disant si c'est pas trop pourri, des fois si Cruello il me tape pas, si je suis gentil, c'est pas gagné, bon, faire un truc. Et donc voilà, donc le gros problème dans cette maison commune, c'est que ils ont pas fait, les chambres ont pas toutes la même taille, du coup ils payent pas la même chose et le modem veut rien payer. Et ça commence à faire chier tout le monde. Voilà, donc c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il va falloir que Emmanuel Macron arrive en disant hop, 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 tu payes François, sinon t'es plus au commissaire. Oh bah non, c'est comme ça. Et puis si tu veux être reministre 2 mois comme tu l'as été la première fois que j'ai été élu là pour rigoler, il faut que tu payes. Hein, tu auras le droit de rejouer à ministre pendant 2 mois. Ah bah d'accord. Bon. C'est dingue. Il y aura Horizon. Non, mais évidemment. Non, mais vous allez voir, c'est un recyclage. Hein. C'est un truc en vase clos. C'est de l'eau sale ou propre. Enfin, je sais pas. C'est le circuit des eaux, quoi. Et puis, entre Zemmour et Le Pen, ambiance nid d'espions. Alors, les deux ne s'aiment pas beaucoup, même s'ils sont d'accord sur plein de trucs. Et en fait, ils se piquent des trucs et ils s'accusent de se piquer mutuellement des idées, des trucs, des plans de campagne. Donc, apparemment, leurs QG sont des bunkers, déplacements, meetings thématiques. Les équipes s'accusent de plagiat et d'espionnage. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est celui qui dit qu'il fait. On n'a pas besoin d'espionner Zemmour pour savoir ce qu'il fait, vu qu'il fait comme nous, ce marin cadre du RN, lequel ironise en référence aux autocars floqués Marine Le Pen qui vont sillonner la France. Peut-être que Zemmour va bientôt faire des bus. Ah bah évidemment, en même temps c'est un truc de campagne, hein. Même Sarko l'avait fait, je crois, le Sarkobus. C'est celui qui dit qu'il fait. Voilà, ça c'est Reconquête. On n'a pas oublié l'article du Point selon lequel Marine Le Pen dispose d'oreilles dans l'équipe Zemmour, qui a commencé sa campagne sur les libertés avant de se recentrer sur l'identité, qui a couru derrière Éric Zemmour à Budapest, qui s'est rendu dans un quartier difficile d'Alençon 3 jours après que Zemmour, avec Morandini, était à Drancy. Alors, c'est qui, hein? Bon, et ben voilà. Bon, alors, ils se piquent leurs idées. N'empêche, on rigole. Mais si ces deux-là faisaient l'union de l'extrême droite, ou de la droite, comment ils appellent ça, le bloc patriote national, ils auraient plus de chances d'être au second tour qu'une gauche qui fait l'union. C'est quand même un truc assez impressionnant. Donc ça arrange Macron encore d'avoir de zigouigouis comme ça là qui font tu m'as tout copié, toi aussi, mais on est d'accord sur tout. Non, pas sur tout. Moi j'aime pas les chats. Je suis allergique. Bon, écoute, t'es fragile toi, Eric. Non, c'est pas ça, c'est que j'aime pas les chats, c'est tout. Bah voyons. Enfin voilà, donc il se peut peut-être que ce soit aussi à un moment, les mecs vont se dire 1 + 1 = 2, bon bah voilà, allons-y, hein. Un double acte. Mais les oreilles de Zemmour, ouais c'est ça, c'est vraiment la zizanie. Donc la zizanie. Et puis, dans l'IB, cette fois-ci, ça y est, ils osent faire le jeu de mots. Jean-Michel Boulet, tout le monde le fait, bien sûr, à la cantine, à la salle des profs, un peu partout. Voilà, Jean-Michel Blanquer est un gros boulet pour la campagne d'Emmanuel Macron. Et en même temps, s'il le vire, ça veut dire que il a fait de la merde. Donc, Emmanuel Macron a fait de la merde. Donc, il doit défendre son bilan. Donc, il va garder Jean-Michel, parce que s'il le vire maintenant, c'est quand même
un peu tard. Et puis, il ne faut pas oublier que Jean-Michel est un ami personnel du couple Macron et que je pense qu'il a des dîners avec Brigitte pour se mettre d'accord sur la politique. Parce que Brigitte, c'est son truc, l'éducation. Elle a quand même pas lâché la rampe et tout. Elle aime bien, elle se dit, ah, si je pouvais quand même faire que ce pays soit un pays des Lumières, de l'éducation nationale, des paillettes, tout ça. Et du coup, ben voilà. Donc Jean-Michel Blanquer, qui a mis les points sur les i, même s'il n'y en a pas dans son nom, si, Jean-Michel, en disant, voilà, bon, c'était pas symboliquement une bonne idée, mais je n'étais pas absent de rien du tout. Alors, à la majorité, tout le monde sait qu'il est carbonisé, mais tout le monde doit faire bloc pour sauver le ministre Blanquer. Dès qu'il y en a un qui fait de la merde, ils sont tous derrière. Rappelez-vous le cas Hulot, où tu avais Marlène Schiappa qui était censée défendre les femmes des agressions et des agresseurs sexuels, qui était là. Mais ça suffit, mais Nicolas est très gentil, je l'emmène tous les jours au cinéma. Et voilà. Et donc, il serait prêt à défendre, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très très loin, hein, leur défense. Le mec a commis un homicide, tu vois, filmé par les caméras en direct. Non, je crois que c'est surtout la pression. Il faut comprendre aussi hein, que quand on est ministre, c'est pas évident. Donc ça suffit aussi de lâcher les chiens comme ça de la presse sur des ministres en exercice. Certains, alors le plus beau quand même, c'est, comment il s'appelle Fairblog, voilà. C'est Pierre-Alexandre Anglade, lui qui s'occupe de l'Europe un peu, et député macroniste. Hein. Alors lui, voilà ce qu'il dit. Il s'inquiète d'une dérive problématique qui consiste à s'introduire dans la vie privée des élus. Parce que le pass vaccinal, c'est pas s'introduire dans la vie privée des gens. C'est pas, dis donc, c'est quoi toi, ton statut là? T'as combien de picouzes? Ça c'est quoi ça? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Pierre-Alexandre, c'est s'introduire dans la vie privée des gens, c'est même faire fi du secret médical, c'est lamentable. Donc savoir que Jean-Michel, il s'est marié le week-end dernier et qu'il a passé ses vacances à Ibiza, si c'est parce que c'est Olivier Véran qui a fuité parce qu'il voulait se venger, c'est pas mon problème. Voilà. Et après, il fait bien ce qu'il veut. Après tout le télétravail, les profs devraient télétravailler aussi. Bonjour, je vais faire donc cours depuis Ibiza, les copains, parce que j'en ai marre de voir vos gueules dans une salle de classe qu'il faut ventiler toutes les 10 minutes. Il fait trop froid et puis vous avez tous le Covid, donc nous allons faire téléclasse. Un peu comme cette revue de presse finalement. Je pourrais être sur scène avec vous, on pourrait passer un bon moment, partager quelques victuailles et tout, mais non, je fais ça derrière une caméra chez moi, enroué avec mon chat qui hurle à l'étage. Et tout va bien, vivement le mois d'avril. Oui, alors attendez, s'il y a une campagne présidentielle, comme dirait Brigitte Macron, hein, s'il y a une élection présidentielle, mais bon, attendez, tout n'est pas joué. Marc Burg, avec un peu de réverb. Bref, oui, alors ça c'est vrai, Tanguy, la police allemande, mais pas qu'elle, je crois qu'une autre, aux États-Unis aussi, ils ont utilisé la géolocalisation via les passes sanitaires pour faire des interrogatoires suite à un homicide ou à un casse, je ne sais plus, et on commence à utiliser, bien sûr, enfin la police commence à utiliser le pass, les données qui sont censées être top secret, médicales, tout ça, pour des raisons de sécurité publique. Donc ça n'a rien de sanitaire, hein. Maintenant, on le sait. Pas comme si c'était nouveau, mais bon. Il faut tenir. Ils se marient tous en période de crise. Darmanin s'est marié alors qu'il avait les affaires. Benalla s'est marié alors qu'il y avait le coffre. Et Jean-Michel se marie quand il sort d'Ibiza. C'est bizarre. Emmanuel Valls, non, il s'est marié, lui, quand il est allé à Barcelone, qu'il a pris une rouste. C'est particulier, quand même. C'est nouveau. C'est un nouveau trend. Je suis dans la merde, chérie. Tiens, si on se mariait ce week-end... Bon, écoute, si ça peut te changer les idées, allez, hop, publie pas les bancs, on va faire ça à la bonne franquette, avec un peu de, voilà, des boîtes de sardines, voilà, c'est bien, merci. Oh non, pas de champagne, je n'aime pas ça. Non, oui, par contre, la vodka, fais-moi couler ça à flot, ouais, merci. Incroyable. Zemmour, il se marie quand? Bonne question, je pense qu'il va se marier quand il va être sous les 12. Un truc comme ça. Déjà, il va être papa pendant la campagne ou juste pendant l'élection. Enfin, ça va tomber paf pouf, quoi. Oh, le bébé Zemmour, ça va être comme le bébé Yoda, tu sais, ça va devenir un mème des internets. Si jamais il y a une photo dans le closer de Mimi Marchand avec le bébé Zemmour, merde, ça va être un truc de dingue.
Donc attention, ça risque d'être n'importe quoi. Il est marié, oui, mais maintenant il est avec Sarah Knafo. Donc il n'a pas encore divorcé. Donc il faut qu'il divorce de sa femme avec qui il est plus pour se mettre avec sa nouvelle compagne. Le champagne, c'est uniquement à l'Assemblée. Ça me rappelle le travail, s'il te plaît. Voilà, donc Jean-Michel Boulet, merci, au revoir. Et puis un article dans l'IB, pour changer un peu de sujet, sur l'approbation. Il faut casser l'illusion tenace que l'approbation est une alternative à l'incarcération. En réalité, les gens qui font de l'approbation, c'est une mesure qui marche pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est vu comme étant plutôt punitif, comme ne fonctionnant pas, parce que derrière, on empêche les gens finalement à se réinsérer avec des problèmes kilométriques, des problèmes d'aller chercher du travail là où ils ne peuvent pas, des problèmes de rencontrer des gens où ils ne peuvent pas forcément. Et donc, est-ce que l'approbation est-elle plus efficace que la prison contre la récidive ? Elle ne tient pas ses promesses ni ses prétentions, elle apparaît au contraire comme l'extension d'une répression sociale qui vise des populations déjà précarisées et marginalisées et ne fait qu'aggraver la situation des gens et ne produit pas de rétablissement de la justice ni de règlement des conflits. Donc finalement, une fausse bonne idée, encore une. Dans les récits des condamnés, une phrase nous a pourchassés d'entretien en entretien, c'est un truc qui rend fou. Les contraintes et aménagements des peines probatoires impliquent en termes d'organisation des conséquences sur la vie de famille, sur le regard des gens, les relations sociales. Bref, la probation plonge les gens dans des situations quasi impossibles. D'ailleurs, les Balkany ont eu beaucoup de mal avec leur bracelet électronique, par exemple. C'était impossible de s'empêcher d'aller dans la maison de campagne, d'aller à un match de foot. Voilà, c'est compliqué. Alors quand t'es Balkany, tu peux. Quand t'es en probation, que t'es personne, si tu fais ça, tu retournes en tôle. Enfin, donc du coup, voilà, c'est un jeu pervers, encore un, de la société de la maltraitance. Il y a beaucoup à faire sur les prisons aussi. C'est pas un thème qui est porteur pour un candidat à la présidentielle. Hein. Parler de la prison, à part dire on va faire plein de places, on va mettre plein de gens dedans. Pourquoi faire ? Parce que c'est des méchants. C'est comme ça qu'ils vont se réinsérer, connards. En vrai, non. C'est un lieu particulier, la prison. C'est, surtout en France. L'Observatoire international des prisons, chaque année, fait quand même un bilan calamiteux des prisons françaises. L'approbation, il faudrait peut-être y réfléchir. Bref, il y aura toujours, évidemment, des criminels, il y aura toujours des délinquants, c'est compliqué. La prison est-elle une bonne solution ? Ça fait des années qu'on sait que non. Mais c'est par défaut tout ce qu'on a pour mettre hors de l'état de nuire des individus qui sont dangereux pour la société. Alors évidemment, je ne parle pas des criminels, etc., mais je parle de la petite délinquance. Parfois là, on est évidemment coincé à se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Puisqu'il n'y a pas de respect de l'autorité, il n'y aura pas de toute façon d'insertion. Enfin, on se retrouve finalement avec des solutions qui ne fonctionnent pas. C'est comme annoncer un Karcher pour nettoyer des quartiers, même si Karcher a dit arrêtez d'utiliser ce terme, c'est lamentable, et derrière, ne rien faire pendant des années parce que finalement, il n'y a pas de solution. Enfin, c'est très compliqué. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de solution, il ne faut pas le dire. T'es politique, tu ne peux pas dire bon, il y a une solution en fait, il faut filer de la thune et des logements à tout le monde, hein, avec des burgers. ça va. Et un abonnement à Winamax. Voilà. Ça va ? À la PlayStation aussi, oui. Et ah non, ça par contre la Tesla, c'est pas pour tout de suite. Mais bientôt une Tesla pour tout le monde, bien sûr. Non, ça marchera pas. Donc on se retrouve vraiment... oui, alors il y a du travail, mais le problème c'est voilà, c'est vie sociale, réinsertion et tout ça, ça se complique évidemment. Un diplôme. Un diplôme pour être parent, oui, en fait, c'est pas mal. L'éducation, en fait, tout passe par l'éducation. C'est un peu ça le problème. C'est vrai. Un droit à la parentalité, mais alors là, on rentre dans un autre régime, attention. Oui, il y a audition des patrons, et Bolloré ouvre le bal, c'est formidable. Alors, faut rien en attendre, hein, c'est juste, on va poser quelques questions sur la concentration des médias. Les oligarques, donc propriétaires des médias que nous commentons chaque matin dans cette revue de presse, vont dire qu'ils font un super boulot, et merci, au revoir. Voilà. Tout passe par l'éducation aussi des parents, en fait, pas que l'éducation nationale. Hein. Il y a vraiment un truc social au-delà de ça. Hein. Et puis, cette nouvelle étonnante. Hein. L'exécutif reste prudent et défend son passe vaccinal. Mais comment est-ce possible ? Ça, c'est dans le Figaro. Eh bien, comment c'est possible ? Alors, je vais vous expliquer, parce qu'ils sont quand même ils se rendent compte que c'est quand même bien de la merde. Là, ils sont un peu dans la merde. Voilà, le jugement de l'opinion publique évolue vite.
Ah oui, oui, oui. Le cabinet du Premier ministre se souvient que la pression était forte avant les fêtes, quand il avait décidé de ne pas suivre l'exemple du confinement hollandais. Il ne faut pas que ceux qui étaient cataclysmiques tombent dans l'excès inverse. Le gouvernement défend son passe vaccinal, qui s'avère utile quand même, avant même son apparition, puisqu'il a relancé le nombre de primo-injections. Il sert à rien. C'est lamentable. Foutez-moi ça à la poubelle, brûlez-le le plus vite possible. Calmons-nous. Vous avez perdu 15 jours. Vous avez bien bu du champagne, bande d'idiots. Mais maintenant, c'est fini. La fête est finie. Alors, s'il n'est plus nécessaire, il suffira de ne plus le mettre en œuvre, a relativisé Coralie Dubost, la députée LaREM, ancienne copine de Véran. Un outil, vous n'êtes pas tenu de l'utiliser en permanence, a-t-elle ajouté. Non. Tiens, regarde, ça, c'est un marteau, ça. Qu'est-ce que je pourrais bien en faire ? Mettre des clous dans le mur, peut-être. Taper comme ça, pour dire ça suffit, ton passe vaccinal, j'en veux pas. Conscient que le jugement de l'opinion évolue vite, un ministre s'interroge. Avec le bazar dans les écoles, le passe vaccinal, malgré le changement des courbes, il risque que l'opinion change son regard sur la gestion de la crise, alors qu'on a réussi jusque-là à installer l'idée qu'on la gère plutôt pas si mal. Ils ont réussi à installer l'idée qu'ils la géraient pas mal. En vrai, non, c'est une merde totale. Les mecs sont nuls. La France, c'est un des pays les plus contaminés et les plus vaccinés. Donc c'est la preuve que la gestion de crise est lamentable. 500 000 cas par jour. En 2 jours, c'est 1 million de Français qui chopent Omicron. On m'a compris. C'est formidable. Tu fais, alors là, si c'est pas une gestion de naze, la plus calamiteuse qu'on ait jamais vue, mais non, ils s'en foutent parce qu'ils ont installé l'idée qu'ils étaient bons. Grâce au Conseil de défense sanitaire, grâce à la mise en scène d'Emmanuel Macron en champion de guerre, avec sa petite voix de Terminator. Bonjour, je vais reprendre la parole à l'issue du Conseil de défense et vous rassurer sur la lutte faite face à Omicron. Tu me fais peur. Emmanuel, débranche-toi, s'il te plaît. Il s'est encore chargé en basse intensité toute la nuit. Du coup, il a sa voix toute basse, ça va pas. Et donc, c'est assez affreux. Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Alors, on ne change pas. Alors, attendez, l'opposition est toujours prompte à accuser l'exécutif. Quand c'est pas les non-vaccinés, c'est la faute à l'opposition, à ces irresponsables qui sont pas d'accord avec le chef. Bande de salopards. Les gens saluent la gestion de crise du président. Oui. S'il apparaissait 1/100 d'instrumentalisation, ils en paieraient le prix. Je pense qu'Emmanuel Macron aura plutôt hâte de sonner le retour à la normale, alors qu'il y a une reprise de conscience que l'on peut maintenant passer à autre chose. Donc là, les mecs se rendent compte qu'avec Omicron, tout le monde l'a chopé, donc ça y est, c'est vaccin ou Omicron, tout le monde a le Covid, donc là on est tranquille au moins sur 6 mois. Avant le Marburg, des fois. Parce que si vraiment ils veulent mettre en place leur plan d'identité numérique, de société totalitaire, du contrôle, machin, de Papy Schwab, bon, il faut qu'ils refassent un virus, parce qu'Omicron a beaucoup déçu. Alors, il y a Davos en ce moment, pour en discuter, donc il y a Fauci, Xi Jinping et tout. Ils sont en train de se dire, bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Bill, docteur Fauci, vous avez avancé sur ce petit virus à base de fourmis ? Non ? Bon, non, alors, qu'est-ce que je leur dis ? Rien ? D'accord. Que si on revient à la normale au printemps, comme d'habitude. D'accord, super. On fait ça alors. Ça va revenir à la normale, sans doute, au printemps. Putain, merci Davos. Et bien là, l'idée, c'est que Macron va sans doute... Alors, il a deux choix qui s'offrent à lui, qui sont assez clairs, identifiés. D'un côté, il dit, bon, le Conseil constitutionnel... Écoute Laurent Fabius, s'il te plaît, vire-moi ce truc, dis que c'est de la merde, c'est pas grave, c'est mes députés qui l'ont fait, ils ont l'habitude, t'inquiète. La loi Avia, t'avais tout reviré, donc tu fais pareil. Tu te dis, c'est la loi Avia, c'est pareil, tu mords pareil, tu mords au mollet, paf, tu vires le truc. Et l'autre solution, c'est le président, demain, à l'issue du Conseil de défense, compte tenu de la situation sanitaire actuelle avec Omicron, bon, soit il envoie Jeannot qui arrive, bam, alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous le refaire parce que je la vois cassée, c'est compliqué, mais... Et donc il dit, non, on arrête, finalement je vous libère. Je vous ai emmerdé, je vous emmerde plus. Écoute, tu vas vraiment plus nous emmerder. Tiens, voilà, une banane, $1, casse-toi. Tu vois là-bas, c'est Vanguard, c'est BlackRock. Je pense qu'ils veulent des mecs comme toi. T'es bon pour faire chier le monde. Vas-y. Nous, on va se prendre un président qui préside. Ou une. Enfin, non. Enfin, je suis pas... Enfin, on va peut-être faire une 6e République. C'est quoi ? Ah oui, à l'inverse du monde. Ah ouais, tu vois, laisse tomber. Votre truc, là, la société de la vigilance, le pass numérique, non. Donc voilà, donc c'est un peu le... Il se retrouve un peu dans un camoulox, le gars. Il n'a pas vu venir le coup, je pense qu'il est très très emmerdé, parce qu'à la base, c'était une bonne idée de faire chier les Français. Mais là, il les a trop fait chier.
c'est le petit coup de tu fais chier de trop. Hein. C'est le coup où tu dégages, là. Tu dis, non, là, cette fois-ci, c'est trop. Donc, il se peut qu'il dégage. Ah bah, mais de toute façon, que ce soit le Québec, je vois que des Québécois sont parmi nous, coucou, que ce soit le Québec, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Australie, enfin tous les pays hein, de l'OTAN, on va dire, parce que c'est clairement, hein, tu regardes, hein, tous les pays Pfizerisés, c'est l'OTAN, c'est la même merde, c'est le même plan. On va les emmerder. Pourquoi ? Parce qu'il y a un virus qui tue 0,01% de la population. Mais pourquoi ? Mais parce que, enfin, tu te rends pas compte, ce serait catastrophique. Excusez-moi, une minute s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe avec Omicron ? C'est pareil, sauf que, alors 1,5 milliard dans les tests, 1,5 milliard d'euros dans les tests. Alors grâce à les téléconsultations, la Sécu a économisé 1 milliard. Bon, l'un dans l'autre, on a dépensé que 500 000. C'est pas 500 millions. Enfin bref, on dépense beaucoup trop hein, dans les cantons-tiges. Donc là, t'as l'impression que les mecs, quand même, sont en train de rétropédaler parce que leur plan n'est pas au point. C'est clairement, l'Omicron a tout foutu en l'air. Donc à voir, c'est assez drôle. Là, le pass vaccinal, clairement, même Macron se dit « Ah merde, je vais avoir chaud. » quoi. Et puis voilà, ces Français au bord de la crise de nerfs, c'est dans le Figaro, il témoigne « J'en peux plus, moi, de foutre des cotons-tiges dans les naseaux de mes enfants. » Et puis les nouveaux variants, hein. Qu'est-ce qui va déterminer la fin de l'épidémie ? Est-ce qu'il peut y avoir l'émergence de nouveaux variants ? Bon, plus Omicron circule et se réplique, plus de nouveaux variants risquent d'apparaître. Aïe, 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 aïe. Ah merde alors. Et oui, hein, ça c'est Étienne Simon Laurière, responsable du groupe génomique évolutif des virus à ARN à l'Institut Pasteur. Mais il n'y a pas de certitude hein, que des nouveaux variants préoccupants puissent émerger, que ce soit avec un risque accru ou un échappement immunitaire de plus. Bon, le mécanisme d'apparition des variants reste incertain. Les premiers sont apparus avant la mise en place des vaccins et l'hypothèse la plus probable correspond à une évolution au long cours chez des personnes immunodéprimées. Voilà, c'est par là que ça peut venir. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe hein, chez les espèces animales, chez les cervidés, chez les rongeurs, certains variants aussi, bon, ça peut passer par là. Y a des nouveaux variants d'Omicron, notamment en Israël, hein, le BA2, voilà, au Canada aussi, qui fait repartir les cas, au Danemark, hein, c'est toujours les mêmes pays. Et sinon, comment ça se passe au Bénin ? Non ? En Thaïlande ? Non ? En Inde, on en a beaucoup parlé, là, il y a quelques... Non ? Bon, bref, donc voilà. Après, il y a des pays, je pense qu'ils ont lâché l'affaire. Le Brésil, on en a beaucoup parlé aussi, fut un temps. Là, c'est Brésil et Covid... Tu sais pas, faut aller chercher. Enfin, c'est très drôle de voir comment tu as des pays qui sont sous la loupe, et puis là, ça revient tout le temps, c'est tout le temps les mêmes. C'est un manège, en fait. Tu es coincé dans le manège. Je veux descendre. Non, tu refais un tour. Il y a un nouveau variant. Non, mais lui, il a arrêté, il fait plus le manège, là. Il est passé à autre chose, lui. Non, toi, t'es encore dans le manège à Covid. Bah, putain, est-ce que je peux attraper le pompon ? Il n'y a pas de pompon. Enfin, voilà, quoi. Ah là là là. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ce matin dans ma besace ? Ah oui, alors ça c'est assez terrible. La condition des femmes turques se dégrade. Il y avait une manifestation, là c'est une des manifestantes qui a été gazée. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ? C'est en Turquie. Et puis nous non, on est très 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 raccord avec le droit des femmes. Hein. Emmanuel, on a fait un outil de campagne assez fort, mais bon. Là, en fait, c'est la Turquie d'Erdogan qui a décidé de retirer son pays de la Convention d'Istanbul, c'est quand même assez incroyable, qui était contre les violences à l'égard des femmes, jugeant que cette convention était à l'encontre des valeurs hein, du pays, finalement, contre ces valeurs islamistes que lui prône actuellement. Et donc... La raison avancée, le traité international ferait même la promotion de l'homosexualité. Voilà.
Donc c'est assez terrible, sachant qu'il y a un parlement des femmes. Alors les femmes s'organisent en Turquie, hein, il y a quand même une certaine liberté, heureusement, et ça a renforcé la solidarité et la lutte pour le droit des femmes. Mais la manifestation, ça a quand même été assez violent. On nous a tabassés, menottés, embarqués au commissariat où nous avons été ensuite insultés, salopes, traînés. Toutes les filles ont été insultées de la sorte. Donc voilà, la Turquie qui va toujours dans la même direction, et c'est pas formidable, malheureusement, pour le droit des femmes. Sinon, un solde naturel toujours très bas. Alors, le solde naturel, c'est quoi? C'est la différence entre les morts et les naissances. On pensait qu'il y aurait un petit déclin de natalité. En fait, non. Pendant les confinements, ça a un peu niqué, donc il y a des bébés. Hein, ça repart un peu. Donc, on se dit, on n'est pas foutu. Mais comme on meurt beaucoup, il n'y a pas assez de bébés, on n'est pas encore à la croisée des chemins où il n'y aura que des vieux, hein, mais on est quand même un pays vieillissant comme l'Allemagne, le Japon, l'Italie, enfin voilà, tous les pays qui ont beaucoup de Covid aussi sont des pays vieillissants, évidemment. Et c'est pas une super nouvelle, hein, parce que, alors évidemment, on est trop nombreux sur cette planète, nous dit-on, mais en même temps, s'il n'y a plus de jeunes, qu'est-ce qu'on fait d'une planète de vieux? Je ne sais pas, mais moi je trouve ça très bien, une planète où on peut tous parler comme ça devant sa caméra en étant augmenté. Mon Dieu, tu peux le remettre dans son placard, lui. Merci. Et donc voilà, une planète de vieux, ça peut être sympa pour Klaus Schwab, mais pour nous autres, pauvres terriens, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je sais pas. Donc un petit chiffre assez terrible, qui n'est pas si terrible finalement. On se dit, voilà, ça peut tenir, ça peut encore tenir pendant quelques années. Les mecs sont désespérés, mais ils font encore des gosses. Pourquoi? Peut-être pour les manger. Ils se disent, bon, éventuellement, au bout du bout, il ne reste plus que ça. T'es le plus jeune. C'est toi qu'on mange. Non, c'est une blague. Non. Et puis d'abord, on t'a conçu pour te manger. Hein. C'est pas le choix. C'est bien triste, mais c'est comme ça, mon petit Timmy. Timmy qui bosse à la mine. Excusez-moi, je l'ai pas raté. C'est de pire en pire, ce monde. Donc, non, ça va bien se passer. Les planètes des vieux, c'est pas la planète des singes, c'est la planète des vieux. C'est que des vieux qui ont peur de tout. La revue de presse. Non, parce qu'il y a des vieux cool qui regardent cette revue de presse. Déjà moi, je suis presque un jeune vieux, mais il faut arrêter de dire les boomers. Il y a des vieux cool, il y a des vieux qui sont vraiment cool. Et ceux-là, on les salue, c'est le S. Et puis l'espérance de vie. Alors on nous dit toujours, mais l'espérance de vie augmente. Et c'est vrai, regardez cette courbe. Depuis 90, on voit bien que l'espérance de vie a quand même pas mal augmenté. C'est pour ça qu'ils veulent nous faire travailler jusqu'à la mort. Le problème, c'est qu'elle est en recul, en net recul, et qu'elle n'a pas repris son niveau d'avant la crise. Alors on reste quand même à 79 ans et 85 ans pour les femmes. Donc voilà, ça reste quand même, on a une belle espérance de vie en France, malgré la mortalité Covid. Le problème qu'on a en France, un autre problème, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Celle-là, elle a drastiquement reculé. Et puis, ce qu'on ne voit pas dans cette courbe générique, c'est que l'espérance de vie est très différente en fonction de votre classe sociale, en fonction de votre métier. Et évidemment, si vous avez eu un métier manuel, que vous avez travaillé durement, eh bien, vous mourrez. Vous avez beaucoup plus de chances de mourir plus jeune que si vous avez été sénateur, par exemple. Je dis ça parce que, comme ça, mais il y a d'autres métiers aussi où tu peux oligarque aussi, c'est reine d'Angleterre. Bon, c'est des métiers où tu as rarement d'accident du travail. Ça arrive, des fois, tu vois, Louis XVI, c'était pas prévu, accident du travail. Mais globalement, roi, ça va, ou la princesse Grace, ça c'était ou princesse Diana, accident du travail. Ça arrive. Mais sinon, sénateur au hasard, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Merci Paco pour l'abonnement. Je n'arrive pas à lire. Je cherche PacoPac26. Merci pour l'abonnement. N'hésitez pas à faire comme lui et à renouveler votre abonnement. Il cumule 4 mois d'abonnement. Ça, c'est un ami cher et fidèle. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur Twitch et puis prendre des abonnements via Prime ou via Patreon, le truc qui clignote en haut à gauche de mon écran.
Ça, c'est... Hop, je vais le mettre là. Une bonne nouvelle, c'est le 440 qui se féminise. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que ce ne serait pas le moment pour Valérie Pécresse de devenir présidente de la République ? Hein ? Est-ce que ce ne serait pas le moment, vu qu'on a plein de femmes maintenant à la tête des grandes entreprises, qu'on ait une femme à la tête de l'État ? On a Estelle Brachlianoff, qui est à la tête de Veolia, polytechnicienne, 49 ans. Ilham Kadri à la tête de Solvay, chimiste belge, franco-marocaine, de 52 ans, qui vient d'un milieu modeste, ingénieur. Valérie Baudson, de chez Amundi, directrice générale. Catherine McGregor chez Engie, alors qu'elle était chez Schlumberger, une ingénieure de 49 ans. Et Sabrina Soussan chez Suez, ingénieure de 52 ans de l'ENSMA Poitiers, qui a développé Suez. Donc voilà, quand même assez incroyable ce renouvellement. Alors c'est parce qu'ils y sont poussés bien sûr par les normes, les actionnaires, etc. Sinon... faut pas déconner. Il faut lire. Je vais faire sans doute un petit descriptif de la lettre du patron de BlackRock. Larry, je sais plus comment. Tous les ans, le patron de BlackRock fait une lettre en début d'année. Là, il vient de la sortir hier ou avant-hier à tous les dirigeants d'entreprises du monde entier, tous ses clients, en disant voilà, c'est super, on flingue la planète, mais on le fait pour une bonne cause. Le profit, enculé. Et là, il explique oui, si maintenant, c'est vrai, on fait attention à l'environnement, c'est pas parce qu'on est devenu écolo, hein, c'est pour le profit, enculé. Et voilà. Et donc, toute sa lettre, c'est que ça, quoi. C'est genre, oui, si on aide les femmes à devenir des CEO, c'est pas parce qu'on aime les femmes, c'est pour le profit, fils de pute. Voilà, toute sa lettre est un peu comme ça. C'est vachement bien, c'est super sympa. Quand t'es capitaliste, c'est le truc qui te remonte le moral, qui te met la pêche. Tu te dis, putain, je sais pourquoi je me lève tous les matins pour faire des millions chaque jour. Voilà. Ça fait du bien. Et puis, ça fait du bien, quoi. Voilà, t'es bien. T'es rassuré sur ton être. Vive le capitalisme féminin. Donc voilà, donc une femme qui oppresse, c'est différent qu'un homme qui oppresse. Ça permet de faire des profits différemment, c'est un peu plus cool. Hein, tu te dis, ah mais le capitalisme peut être cool. Une femme peut aussi me fouetter. Qu'était ce bruit ? Je ne sais pas. Hop là. Et puis, le gouvernement, regardez ces deux-là, on les a perdus de vue. Qui c'est ? Ouh là là, mais si, regardez, Agnès Pannier-Runacher, mais si, regardez, me dites pas que vous vous rappelez pas. Attendez. Faut que je vous trouve ça. Voilà. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Et voilà. Agnès Pannier-Runacher et Cédric O qui sortent 2,3 milliards pour soutenir les startups industrielles. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire des micro-usines, des petites startups, des petites usines pour créer un peu d'emplois. Et donc, avec le plan en France Relance, machin, les milliards qu'on a payés à l'Union européenne qui nous redonne, enfin bref, ça va permettre de faire des petites usines. Donc, ça va permettre d'avoir plein de petites écoles de la magie comme ça partout où tu vas te lever, faire les 3-8, tu vois, à 4h du mat, tu vas arriver, waouh, des lieux magiques comme ça, et tu vas pouvoir dire merci Agnès. La magie va être vraiment partout sur le territoire, dans des petites usines de magie, des petits lieux magiques qu'on appelle les usines. Ça va être vraiment génial. Voilà, donc on peut les remercier. Ils sont magiques, c'est la REM, c'est la magie. Et puis ça, c'est une nouvelle incroyable, 70 milliards sur la table. Microsoft rachète à gogo le géant des jeux vidéo Blizzard qui est empêtré dans des affaires de harcèlement sexuel. Plusieurs cadres ont dû démissionner, le patron aussi est sur la sellette. Et donc Microsoft, alors c'est Call of Duty, c'est des jeux énormes derrière, donc sans ça la Xbox n'existe plus. Donc ils se sont dit, on vend la Xbox, on vend les jeux, écoute, on fait d'une pierre deux coups, on achète tout, on fait comme Nintendo. Et voilà, donc ça c'est incroyable, avec en plus derrière les jeux en ligne, les métavers qui s'alignent, tout ce qui va être la thune numérique, cet argent qui n'existe pas mais qu'on va créer en plus dans des mondes qui n'existent pas. Ça c'est génial, le monde est merveilleux en fait, on ne se rend pas compte de ce monde de joie, de bonheur, de partage numérique vers lequel on s'achemine, mais quel bonheur les amis de se retrouver comme ça, regardez, ça par exemple tous les matins, c'est pas virtuel, un peu presque, mais voilà, là on va rentrer dans des jeux
virtuelle. World of Warcraft aussi, voilà, c'est toute la préparation en fait à la guerre des métavers, puisque derrière il en restera qu'un gros Pfizer peut-être qui va faire un métavers aussi. C'est un univers, tu mets tes lunettes de réalité virtuelle et hop, tu peux être vacciné. Oh, je vois le monde très différemment maintenant. Donc voilà, on est évidemment dans un monde qui moi m'effraie, mais c'est parce que je dois être vieux. Et puis, ce serait dommage de laisser tomber une belle énergie qui pollue comme ça, le charbon. Hein. Alors le charbon, tout le monde est là, oui, main sur le cœur, Papy Schwab, Ursula von der Leyen, notre président champion de la Terre, tout le monde est là, il faut sauver la planète, il faut décarboner l'économie, c'est génial, faites pipi dans la douche, oui, ou arrêtez de faire pipi, c'est encore mieux, mais en gros, il faut sauver la planète, surtout toi le pauvre, arrête de manger, ça sauvera la planète. Et là, tu comprends que les fonds d'investissement, qui sont pas bêtes, sont pas prêts de lâcher ni le pétrole, ni le gaz, ni le charbon. Et surtout pas le charbon, parce qu'en ce moment, ça, tu peux l'avoir à un bon prix. Et en fait, les fonds d'investissement parient tout simplement sur le fait que la transition énergétique va être très lente et qu'il y aura vraiment besoin du charbon pendant encore longtemps. Donc là, ils rachètent plein de mines de charbon pour dire, bah écoute, nous on en a, combien t'en veux ? T'en as besoin, bah oui, je sais, t'as fermé tes centrales parce que voilà, puis les éoliennes, bah il n'y a plus de vent. Donc, bah tiens, bah nous on a du charbon. Et le carbone, comment on fait ? Oh, le carbone, c'est tellement années 2000. De toute façon, maintenant on a un masque pour respirer dans la rue, donc si l'air est irrespirable, il faut simplement acheter de l'oxygène. On a déjà des stocks d'oxygène assez énormes, hein, donc si tu veux, et le charbon et l'oxygène, on te les vend, il n'y a aucun problème. Comment on fait pour sortir de ce système ? Comment on fait pour arrêter ? Comment on fait pour descendre ? Franchement, comment on fait pour descendre de cette planète ? Je ne sais pas, les amis, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire que là, les mecs parient en fait sur le fait qu'on est condamné, quoi. Mais pour des profits de court terme, c'est pas grave. Écoute, ça vaut bien quelques soirées à Los Angeles, mais bien sûr, mais oui, ça vaut bien de faire un beau film, hein, Don't Look Up, mais oui aussi, ouais, très bien, ouais. Ça vaut bien de voter pour un champion de la Terre, mais bien sûr, mais oui, patron, oui. Tant que tu auras des fonds d'investissement, dont le métier c'est de faire du fric, hein, pas autre chose, le plus vite possible, ça ira pas mieux. Hein. On pourra toujours faire semblant avec des greenbound, des machins, des trucs, et la lettre de Larry à tous les PDG, tu l'auras, quoi. Mais c'est quand même assez moche. Ah, Timmy, lui, ouais, il a déjà investi sur un fonds d'investissement plurimine. Vous verrez. Voilà, je vais devoir vous laisser parce que je perds ma voix et que je dois encore enchaîner pendant 1 heure tout à l'heure, voire plus. Alors, en fait, non, on va rester sur Terre, vous savez quoi, on va en faire un lieu vivable. On va arrêter. D'ailleurs, mais il faudrait qu'on soit plus nombreux. Hein. J'avoue que là, on n'est pas encore atteint la masse critique en termes d'audience et même en termes de poids politique, hein, pour dire j'ai pas envie, en fait, de ton monde de merde. J'ai l'impression que beaucoup de gens l'attendent avec impatience, hein, parce qu'il faut la dernière Tesla, il faut la grosse Porsche, parce que voilà, c'est pas grave s'il faut un pass de trucs, de toute façon ça s'achète comme tout. Mais franchement, ça va mal. Franchement, ça va mal. Et quand tu vois des candidats, alors Montebourg va se débrancher aujourd'hui, ça c'est très bien, mais Christiane Taubira, quand tu dis c'est quoi le capitalisme, est-ce que ce serait un problème ? Non, pour elle, non, c'est pas un gros mot, c'est pas le fait que des fonds maintenant misent sur le charbon pour une transition lente, non, ça va, tout va bien, ça joue. C'est un jeu en fait, voilà. Donc après, si toi tu veux que les gens arrêtent d'être maltraités, non, c'est pareil, il faut aller à l'étage au-dessus, monsieur. C'est celui des macronistes de la dernière heure ? Non, celui-là a été fermé. C'est les utopistes, c'est l'étage d'au-dessus. C'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de bureaux. Voilà, bon en tout cas... Tous les matins, on essaye d'en rire. Tout ça est dérisoire, mais ça nous permet de passer un bon moment ensemble pendant 1 heure ou plus. C'est la revue de presse du Monde Moderne. C'est tous les matins à 9h ou presque sur ce lien twitch.tv/Le Monde Moderne. On est également sur Patreon, Le Monde Moderne. On est sur YouTube, Le Monde Moderne. On est partout. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. C'est important pour nous. À être sponsor si vous le pouvez sur Patreon. À faire la promo de cette revue de presse aussi, c'est super important. Grâce à vous, on est passé de 52
à plus de 1100 tous les matins. On peut aller encore plus loin. Je vais aider David Dufresne, les amis, puisqu'il reçoit ce matin François Ruffin, m'a-t-on dit. C'est formidable. Faites-leur des bisous de la part des modernistes. Dites-leur de venir s'abonner à la chaîne du Monde Moderne aussi. C'est cool. Ici, on s'y amuse. C'est tous les matins. En plus, j'essaye de garder ma voix pour qu'on continue de s'amuser. Mais je dois dire qu'il se peut que les dernières revues de presse de la semaine, je les fasse en ASMR. Désolé pour les misophones. Allez, miel et citron, je vais de ce pas me faire un grog. N'oubliez pas le cognac de 14h. N'oubliez pas la revue de presse. Allez, je lance le raid. Est-ce que c'est là? C'est où? C'est lancer un raid sur une chaîne. Attention. David Dufresne, ils sont déjà 511. Paf! Je lance le raid. Dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh là là, vous êtes 700, vous allez flouder. David Dufresne, allez-y, dites-leur de venir nous voir. Ciao!